Alors, après avoir vu la création de la valeur, on va s'intéresser à présent à ce que l'on appelle la répartition de la valeur. Euh, il faut repérer l'ensemble des acteurs qui y interviennent afin de créer et de capturer de la valeur au sein d'un réseau de valeurs. Le réseau de valeurs, il est important car il permet de se présenter le jeu de coopétition des firmes en présence qui peuvent coopérer pour créer de la valeur. C'est donc cela la coopétition. Mais ils peuvent être aussi en concurrence sur le partage de la valeur créée. Il est important de différencier les acteurs pour la mise en place du business model, ceux qui sont directement impliqués dans la livraison de la proposition de valeur, des flux financiers, et les acteurs qui favoriseront la diffusion de l'offre. Donc là encore, pour faire simple, ce qu'il faut retenir de la répartition de la valeur, c'est que une fois que l'on sait que notre technologie a un bénéfice pour nos clients, une fois que l'on a transformé ces bénéfices en une valeur monnayable, eh bien, il faut s'intéresser à la manière, à la compréhension des acteurs qui vont amener, nous aider à amener la technologie vers nos clients. Alors, soit qui vont nous aider à l'amener, soit qui vont nous concurrencer et nous mettre des bâtons dans les roues. C'est cela la répartition de la valeur. En ce qui concerne la capture de la valeur, c'est ce qui cherche la capture de la valeur, c'est lorsque l'on se pose des questions pour chercher à équilibrer le niveau de promesse et le niveau de risque associé au business model. On va revenir sur ces deux notions un petit peu plus loin. Euh, Avant toute chose, il faut s'arrêter 2 minutes sur les valeurs de consommation organisationnelle. Les raisons qui font que des entreprises achètent des services. Il y a 4 valeurs de consommation organisationnelle. La première, c'est la réduction des coûts, que ce soit un budget d'achat qui soit diminué, des coûts de fonctionnement qui soient diminués. La deuxième valeur de consommation est l'augmentation de la valeur de l'offre, avec la possibilité de vendre une prestation à un prix supérieur ou vendre plus de sous-produits. La troisième, c'est l'efficience et l'efficacité des processus internes. Ça peut être l'accès à une technologie, un savoir-faire, un nouveau lien social. En tout cas, c'est tout ce qui traite de comment améliorer au sein d'une entreprise son efficience et son efficacité. Et enfin, la dernière valeur de consommation, c'est le renforcement de la position de l'entreprise sur le marché, que ce soit par le biais de son image, de sa réputation, de la création de ce que l'on appelle un avantage concurrentiel qui permet de garder ses concurrents à distance, que ce soit la place dans le réseau de valeur que l'on a vu au-dessus, ou que ce soit dans la création d'un nouveau marché. Alors, c'est important d'avoir ces valeurs de consommation organisationnelle en tête, parce que parfois, lorsqu'on développe un business model, on ne va pas directement s'adresser au client final, on ne va pas forcément s'adresser directement aux valeurs de consommation des personnes âgées dans notre cas, mais l'on va vendre notre technologie à une entreprise qui, elle, va s'adresser au client final. Et si l'on vend à une entreprise, on appelle ça faire du business to business, eh bien il va falloir que l'on comprenne quelles sont leurs valeurs de consommation pour, lorsqu'on ira les voir, leur présenter une offre qui soit attractive pour eux au vu de ces 4 valeurs de consommation principales. Il y en a d'autres, mais celle-ci fonctionne à peu près à chaque fois.
Quand on parle du niveau de promesse, c'est en fait la référence au chiffre d'affaires attendu. Lorsqu'on parle du niveau de risque, il y a trois critères à prendre en compte sur les risques. Le premier, c'est le niveau d'interdépendance par rapport à des besoins de compétences qui sont externes à notre équipe projet pour réaliser ce fameux projet. Si les compétences sont faciles à trouver sur le marché, alors la dépendance est faible. Par contre, si les compétences dont le business model a besoin sont spécifiques, alors l'interdépendance devient fortement liée à son partenaire et cette interdépendance devient forte. Dans ce cas, l'interdépendance peut complexifier le contrôle de l'activité, mais aussi la capacité de notre équipe projet, notre firme, à s'approprier la valeur qu'elle a créée, puisque celle-ci doit être partagée par d'autres acteurs. Donc pour faire simple, imaginons mon l'activité physique adaptée, et j'ai l'idée de développer ça. Par contre, je ne suis pas un coach activité physique adaptée. Je vais avoir besoin de prendre cette compétence en dehors de mon équipe projet et il va falloir que je rémunère bien entendu cette compétence, mais que je crée aussi une dépendance avec cette personne-là, ce coach, et donc l'interdépendance s'accroît. Le deuxième risque, c'est le niveau de risque technique, qui est d'autant plus élevé que l'activité est dépendante de la réussite même de la technologie. Si je reprends mon exemple d'activité physique adaptée, il n'y a pas énormément de technologie sur cette problématique, donc je n'ai pas un niveau de risque élevé sur ma technologie. Par contre, si je développe un bracelet de géolocalisation avec une technologie de géolocalisation qui est dans ce cas-là très très importante, eh bien il faut absolument que cette technologie soit performante. Enfin, le troisième risque est financier. Lorsque l'entreprise, la future entreprise, la start-up, doit investir pour des équipements, des unités de fabrication, des droits de propriété intellectuelle, les investissements peuvent être très importants et ils peuvent accroître le risque financier. Voilà, ce sont les trois niveaux de risque à connaître. En ce qui concerne le positionnement, il sert à faire le lien entre le niveau de promesse et le niveau de risque souhaité. La question va être de dire, je souhaite développer une activité physique adaptée. Est-ce que je me positionne simplement comme une entreprise commerciale qui va prospecter pour un coach activité physique adaptée? Est-ce que j'intègre ce coach dans mon activité et en ce cas-là, je vais être non seulement en mesure de commercialiser, mais aussi d'accompagner les personnes âgées? Voilà, donc c'est le positionnement, ça vraiment permet de se dire quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, et comment est-ce que je me positionne dans le réseau de valeur qui a été initialement vu au-dessus. Pour simplifier ce cours, nous ne parlerons pas de régime d'appropriabilité et d'actifs complémentaires. C'est pas nécessaire dans la compréhension à ce niveau de cours. Voilà, et je me rends compte que j'étais resté sur la partie répartition de la valeur. Bien entendu, tout ce que je viens de traiter, valeur de consommation organisationnelle, niveau de promesse, niveau de risque, positionnement, fait partie du point traitant de la capture de la valeur.